Bonjour à tous, le bio c'est incontestable, est à la mode, les Français en consomment de plus en plus, ils en réclament aussi d'ailleurs pour leurs enfants dans les cantines scolaires et les agriculteurs, eh bien ils suivent le mouvement, mais pour l'instant, eh bien le bio ne pèse que 4 à 5% aujourd'hui dans nos assiettes en France. Autant dire que le rêve de tout passer bio ne peut pas s'accomplir du jour au lendemain, non seulement en France, mais aussi en Europe et bien évidemment à l'échelle de la planète. Le 100% bio pourrait-il être compétitif au niveau mondial? C'est aujourd'hui notre sujet avec mes invités. Maxime de Rostelan, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de formation, vous êtes à la tête aujourd'hui de Ferme d'Avenir que vous avez créé. Vous êtes un serial entrepreneur puisque vous avez aussi fondé, voici 4-5 ans, Bluebees, qui est une plateforme de financement participatif pour l'agriculture, c'est ça? Tout à fait, en prêt et en don. En préambule, parfait. Étienne Gagneron, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la FNSEA, un des principaux syndicats agricoles français, et vous êtes par ailleurs à la FNSEA en charge du bien-être animal et du bio. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle en passant que ce podcast est enregistré à l'initiative de Carrefour pour Act for Food, sa plateforme consacrée à la transition alimentaire. Alors messieurs, on va parler du bio, c'est notre sujet, et ce podcast s'inscrit dans une démarche pédagogique d'ensemble sur le bio et les initiatives en faveur du bio. La première question que l'on se pose lorsqu'on parle de bio, c'est d'abord, c'est quoi le bio vraiment? Peut-être vous, Étienne Gagneron, qu'est-ce qu'on appelle bio et qu'est-ce qui n'est pas bio? Alors peut-être pour essayer de présenter ça de manière assez pédagogique, je vais simplement citer mon expérience personnelle, c'est-à-dire que moi j'ai fait ma conversion bio en 96-97, en plein moment de la crise de la vache folle. Et j'ai considéré que c'était le cahier des charges, l'agriculture biologique à ce moment-là, qui était le plus en capacité de rassurer le consommateur, avec des choses très bien établies. Donc vous étiez pas de vraiment pesticides précurseur de parce qu'à synthèse. l'époque, vous Ouais, étiez quelques il y avait dizaines en déjà, France. il y avait déjà des producteurs bio, mais il y en avait beaucoup moins que maintenant. Et c'est vrai que ma ferme correspondait à l'esprit bio dans la mesure où il y avait beaucoup d'autonomie. C'était une approche système entre des animaux, des végétaux, une combinaison qui fonctionnait bien. Et donc le cahier des charges agriculture biologique, donc pas de pesticides, de synthèse évidemment, et puis donc une démarche complète de certification, donc puisque un agriculteur bio paye sa certification auprès d'un organisme extérieur, ce qui lui coûte relativement cher. Moi, ça me coûte environ 1 000 € par an. Donc quelqu'un vient chez moi pendant une journée et demie et va voir partout, prend toute la compta et plus toutes les factures. Le bio de 96-97, c'est le même qu'aujourd'hui pour un agriculteur français? Non, parce que la réglementation a évolué, elle est maintenant complètement européenne. Plus exigeante pour être la encore même. Il y a des sujets un petit peu plus exigeants, des sujets qui se sont un petit peu assouplis. Bon, globalement, le cadre reste très intéressant. La grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt par rapport aux produits d'importation. D'accord. Alors justement, c'est ça ma question, évidemment. Vous me parlez du bio français, le bio de 96-97, dans lequel vous vous êtes jeté à corps perdu. C'est plus ou moins le même qu'aujourd'hui, et en plus, c'est devenu européen. Le problème, c'est que parfois, on achète des produits bio qui viennent... c'est parfois comique, mais du bout du monde. Donc bio ne veut pas forcément dire développement durable, Maxime de Rostelan. Ah ben non, mais on ne peut pas conférer au label AB, au label agriculture biologique, autre chose que ce qui est écrit dans le cahier des charges. Et en effet, les recommandations, en tout cas ce qu'on dit sur le AB, c'est pas de pesticides de synthèse et c'est dans les méthodes de culture. D'ailleurs, c'est des obligations de moyens, pas de résultats. Il faut expliquer obligation de moyens, moyens, ça veut dire que l'agriculteur va appliquer à la lettre le cadre qu'il va respecter, c'est-à-dire le label AB. Il n'en utilise pas, mais si on en trouve, c'est pas de sa faute. Mais si on en trouve, c'est pas de sa faute. Il met en œuvre. Il fait tout pour mettre en œuvre ce qu'il faut pour appliquer le cahier des charges. Mais après, s'il y a des facteurs extérieurs, il peut y avoir quelques accidents, mais ça arrive heureusement très rarement. Mais en gros, l'idée, c'est de dire... qu'il y a des tests aléatoires, voire systématiques, et quelqu'un qui est quand même à la limite du principe qu'on attend de lui, de ce qu'on attend de lui, il va avoir du mal à vendre sa production. Oui, mais ce qu'il faut surtout dire, c'est que la certification, donc ce qu'on appelle les organismes certificateurs qui passent tous les ans sur les fermes pour donner donc ce label bio, et donc c'est un certificat, leurs méthodes d'investigation se sont vachement affinées, notamment avec l'apport de l'informatique, donc ils enregistrent tout, ils ont suivi année après année, et les règles de contrôle se sont durcies
très fortement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment aujourd'hui, parce qu'il y avait différents organismes certificateurs, ils ont travaillé ensemble pour avoir des référentiels communs, et aujourd'hui ils vont très très loin en fait dans la connaissance des méthodes employées par l'agriculteur et le respect, notamment sur tous les sujets de bien-être animal. Un certificateur aujourd'hui va beaucoup plus loin qu'il y a une dizaine d'années. Moi je l'ai vécu et aujourd'hui c'est très très contraignant en termes de documents à fournir et de pratiques. Rappelons que le bio ça ne concerne pas que les fruits et légumes. On produit aussi de la volaille bio, évidemment, du porc bio, du bœuf bio. Tout peut être bio. Tout peut être bio. Mais juste pour revenir sur votre question de développement durable, en gros, c'est au consommateur de choisir ce qui l'intéresse, entre guillemets. Si jamais il ne peut pas tout faire et cocher toutes les cases, soit il a quelque chose qui va plutôt avoir un lien avec sa santé parce qu'il considère que AB c'est mieux pour sa santé ou pour la biodiversité. Si jamais ce qui l'intéresse c'est l'impact carbone, peut-être qu'il va plutôt choisir du local et pas du bio, parce qu'évidemment du bio qui vient suremballer de l'autre bout du monde, ça fait peu de sens pour pas mal de gens qui considèrent le problème sociétal dans sa globalité. Et pourtant, je vous rappelle le thème de notre podcast, le 100% bio pourrait-il être compétitif au niveau mondial ? Eh bien, comme on le sait, les coûts de transport représentent une part parfois infime d'un produit, notamment dans l'alimentation. Et donc, on peut produire du bio ultra vertueux à l'autre bout de la planète, être compétitif, mais en termes de développement durable, ça se pose un peu là. Alors là, à mon avis, c'est important de sortir aussi de ce cadre et de cette histoire de compétitivité et de rentabilité. La question est qu'aujourd'hui, nous, on pense qu'on compte mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les indicateurs qui évaluent les activités des entreprises ne sont pas les bons. Un exemple, une marée noire, aujourd'hui, quand un supertanker s'écrase sur nos côtes, ça fait du PIB, ça fait de la croissance, c'est bénéfique à l'économie. C'est bénéfique à l'économie, il y a les assurances. C'est bénéfique à l'économie. Et en fait, nous, on dit, on est à un moment, à un stade de maturité de notre civilisation où il faut commencer à prendre acte de ce qui a déjà été fait par le passé, de voir les impasses dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Je parle de la biodiversité, avec quand même 80% des insectes qui ont disparu en 30 ans, 52% des animaux sauvages qui ont disparu en 40 ans à l'échelle de la planète. On arrive à un moment où, clairement, cette histoire d'effondrement, je rappelle quand même que le Club de Rome en 72 avait pondu des courbes, et que 20 ans après, on ressort ces courbes, on est pile poil dedans, et que l'effondrement... Point. L'effondrement de quoi ? L'effondrement de notre civilisation et du modèle actuel. Clairement, c'est de ça dont on parle. Et en gros, l'idée d'imaginer la rentabilité, de savoir si quelque chose est bien et vertueux parce qu'il est rentable ou est légitime parce qu'il est rentable, moi, j'aimerais juste qu'on remette dans nos méthodes comptables de nouveaux capitaux, parce que là, on ne compte que par le capital financier. Moi, j'aimerais qu'on remette le capital naturel et le capital humain. Et le capital naturel, on peut soit faire du bien en dépolluant l'eau ou en fixant du carbone, soit faire du mal à la société en polluant l'eau et en émettant du carbone. Et en fait, l'idée, c'est de rentrer ça dans le compte de résultat ou dans le bilan comptable et d'indexer les impôts sur ces trois capitaux. Étienne Gagneron, est-ce que vous voyez là où Maxime de Rostolan veut vous Oui, emmener ? Tout à fait. Oui, je partage, on va dire globalement, cette approche d'avoir. Parce que le sujet, c'est quand même le kilo de tomates à 99 de nouveaux centimes indicateurs. Après, ou à 4 euros. Moi, je suis un peu plus pragmatique parce que on a souvent essayé de changer les indicateurs, notamment les normes comptables et tout, et notamment pour essayer d'apprécier ce que les services rendus, les services environnementaux, la biodiversité, tout ce qui n'est pas payé en fait et qui est fait par les agriculteurs en général de manière gratuite pour l'ensemble de la société, et on n'a jamais réussi à pouvoir ce dont vous êtes en train de parler en fait tous les deux, financer. C'est le fait que par exemple on dit que les abeilles par la pollinisation apportent un service à l'humanité qui se chiffre en milliards de dollars. Au-delà de ça, mais personne ne paye en fait. En système d'élevage, moi sur ma ferme, il y a des kilomètres et des kilomètres de haies qui nécessitent un minimum d'entretien. J'en ai replanté aussi et qui des kilomètres et des kilomètres depuis 20 ans. Et ça, je l'ai fait complètement gratuitement, complètement à ma charge. Alors je l'ai fait parce que j'aime ça aussi, parce que je trouve que c'est un capital pour la planète, pour mes enfants et tout. Mais c'est vrai que si c'était accompagné différemment, ça serait beaucoup plus intéressant. Je reviens juste un instant sur l'approche de Maxime, cette espèce de nouvelle approche comptable. Alors c'est important, mais il y a un autre sujet qui pour moi est aussi très important, c'est notamment puisque vous parliez d'importation de produits bio qui viennent de très loin, il faut aussi évaluer les modes de développement. Et de compétitivité, puisque c'est le thème de notre podcast. La compétitivité, elle peut être analysée à plein de niveaux et tout, et c'est très compliqué. J'ai déjà fait des rapports là-dessus, on a beaucoup de mal à s'en sortir. Ce qui est évident, c'est qu'en France, on a quand même un mode de développement de l'agriculture biologique qui est équilibré, c'est-à-dire qu'il y a un développement de concert entre la demande des consommateurs
et la conversion des producteurs. En moyenne, s'en sortent on mieux n'est pas financièrement. toujours ajusté, ouais. on n'est pas toujours ajusté, mais c'est beaucoup mieux qu'il y a 10 ou 15 ans, et ça c'est important. Et on est dans un marché où on va se comparer par exemple à l'Espagne, qui exporte 95% de ses produits bio. C'est-à-dire qu'on a des pays qui font de la bio pour l'export uniquement. L'Italie, parce un que peu ça moins, paye mieux. mais elle en Parce que exporte ça paye mieux. 60%. Parce que ça paye mieux, parce qu'il y a des pays développés qui ont du pouvoir d'achat, et ils ne produisent que pour ça, ils ne produisent pas pour leurs consommateurs. Nous, en prenons France, les avocats bio on essaye du quand même... Brésil, ils viennent en Europe parce que c'est des la même avocats bio. chose. Voilà. Moi, je pense qu'en France, notre modèle de développement, il est sûrement à affiner, à améliorer, mais depuis 20 ans, depuis qu'on a relancé, je dirais vraiment l'agriculture biologique et la conversion à l'agriculture biologique, on a quand même toujours réfléchi à travailler pour nos consommateurs, puisque le consommateur urbain qui achète du produit bio, il participe globalement à la préservation de l'environnement et tout, et c'est un acte Sachant citoyen. que le consommateur rural, il peut aussi acheter du produit bio et parfois directement à la source. Mais on pourrait aussi continuer de répondre à la demande et encourager les agriculteurs à changer si jamais justement on appliquait ces normes comptables, ou en tout cas juste changer de lunettes et de dire par exemple les algues vertes. Aujourd'hui, on sait qui porte la responsabilité des algues vertes, en gros, les éleveurs en Bretagne. Et aujourd'hui, c'est nos impôts qui payent la réparation, en gros, de ce dégât environnemental. Et moi, je pense qu'il est venu le temps maintenant de réintégrer ça et d'arrêter d'externaliser en permanence les coûts et les dégâts engendrés par certaines pratiques pour les réintégrer dans le prix du produit. Ce qui fait que demain, si jamais les éleveurs de porc bretons doivent eux-mêmes prendre à leur charge la réparation, comme vous prenez à votre charge aujourd'hui la plantation des arbres, eux, ils devront prendre à leur charge leurs impacts et donc répercuter ça sur le prix du produit. Et on comprendrait que manger bio, ça coûte pas forcément plus cher que manger une nourriture industrielle et conventionnelle. Avec cet exemple, effectivement, on voit bien où vous voulez nous emmener. Néanmoins, tous les deux, Maxime de Rostellan et Étienne Ganduron, aujourd'hui, c'est pas intégré dans le prix. Et donc, mais moi, aujourd'hui, m'intéresse qu'à moitié, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est demain. Ça veut dire que, mais clairement, il faut donner une ligne. Alors, on précise aux auditeurs de ce podcast que Maxime de Rostellan est d'abord ingénieur de formation, comme je disais en introduction, mais que vous êtes aussi diablement jeune. D'abord, ça se voit. Et puis, vous avez une vision à très long terme, c'est clair. Enfin, il faut... Vous voyez à 50 ans, là. Non, mais il faut réfléchir à 50 ans. Enfin, on parle de compétitivité. Le baril, il vaut $50. Dans 30 ans, le baril, il vaudra peut-être $300. Et là, on est tous un peu dans la misère. Là, on ne sait pas comment on fait. Aujourd'hui, il nous faut... Et ça, c'est moi... Il a déjà été à $200, $250 le baril de pétrole. Ponctuellement. Et puis, quand il s'installera dans ces taux-là, on verra que, en fait, toute l'agriculture et beaucoup, d'ailleurs, de notre système global, qui repose sur le pétrole... Puisque, évidemment, qui dit agriculture, dit tracteur, dit engin qui consomme du pétrole, et puis transport aussi. Dit mondialisation. En gros, moi, le chiffre qui m'a fait vraiment basculer et plonger à pieds joints dans l'agriculture, plonger à pieds joints, c'est chaud, mais en tout cas, qui m'a fait plonger dans l'agriculture, c'est l'histoire de notre rendement énergétique. En gros, aujourd'hui, en 1940, avec 1 calorie d'énergie fossile, on produisait 2,4 calories alimentaires, donc on dépendait finalement très peu de l'énergie fossile. Aujourd'hui, il nous faut 7 à 10 calories fossiles en France et 15 calories fossiles aux États-Unis pour faire une seule calorie alimentaire. Donc en gros, on a divisé par... Alors pourquoi Alors il y a quatre raisons majeures. La première, c'est les méthodes de production, avec force tracteur, force phyto, évidemment. Deuxièmement, c'est l'aspect mondialisé de l'agriculture et de l'alimentation qui fait que quand on a un plat industriel dans son assiette, il a probablement parcouru plusieurs centaines, voire quelques milliers de kilomètres. Le corollaire de cette mondialisation, c'est les emballages, donc c'est du plastique, qui est aussi un dérivé pétrochimique. Et enfin, le régime qui est carné, qui s'est encore plus carné qu'à l'époque, consomme aussi beaucoup de pétrole. Et qui consomme plus de pétrole. Et je vous en donne en bonus, une raison en bonus, c'est que pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a tiré les prix vers le bas, ce qui fait qu'en gros, aujourd'hui, les gens n'allouent plus que 11 ou 12% du budget de leur ménage à l'alimentation, et en fait, ils sont prêts à jeter 30% de ce qui est produit, et ça leur pose pas de problème. C'est le cas d'ailleurs, ils jettent 30% de ce qu'ils achètent. Ouais. Donc cette idée de dépendance au pétrole est absolument fondamentale. Et pourquoi est-ce que je vois à long terme et à 50 ans ? En fait, je vois même pas à 100 ans. À 50 ans, j'aimerais qu'on voit à l'échelle de plusieurs générations. Est-ce que notre civilisation est en train, avec son modèle
mondiale où on est là en train de savoir est-ce qu'on est sur le pic de la gaussienne, est-ce qu'on a passé le pic oil ou pas. Mais on s'en fiche. On s'en fiche. Il y a 200 ans, il n'y avait plus de pétrole et dans 200 ans, il y en a pas. Cette fameuse courbe en cloche, effectivement, on voit notre modèle d'évolution. Et en fait, si on dézoome un tout petit peu, cette courbe de Gauss n'est qu'un accident, c'est un Dirac. Donc nous, je rappelle qu'on fait du son, de la radio, donc là, on n'a pas d'image. Donc là, ceux qui ne voient pas une courbe de Gauss peuvent chercher sur une fenêtre de leur navigateur. Moi, je partage en partie ce que dit Maxime sur le modèle carboné, sauf que malheureusement, en bio, on n'est pas très très bon non plus sur ce domaine-là dans les productions un peu plus classiques, hormis maraîchage où on peut faire beaucoup de choses à la main. Parce que moi j'ai beaucoup lu que le bio c'était quand même beaucoup plus humain. Moi je suis désolé, j'ai besoin de tracteurs parce que j'ai une ferme qui a une surface de 165 hectares. On est obligé de labourer pour limiter le développement des adventices et quand on fait des diagnostics planète ou autres, on n'est pas très bon et c'est relativement difficile. Et là où je ne suis pas du tout d'accord avec Maxime, c'est sur le modèle carné, parce que justement, je considère que notamment la France est quand même un des derniers pays au monde où on a gardé un système allaitant, puisqu'il y a 12 millions d'hectares de prairies, où c'est là où il y a la plus forte captation de carbone avec la forêt et avec les autres végétaux. Et que qu'est-ce que vous appelez un système allaitant ? Le système allaitant, c'est les gens qui font de la viande bovine ou du lait, enfin les ruminants, qui sont une grande partie de l'année sur des prairies, sur des types de sols qui sont plutôt des terrains difficiles sur lesquels on aurait du mal à faire d'autres productions végétales. En plus, le gros avantage, c'est que les ruminants, comme le nom l'indique, mangent de l'herbe, ce que les humains ne mangent pas. Donc il n'y a pas de concurrence directe sur la valorisation de l'herbe. Et ce modèle carné... Il est complètement mis à mal parce qu'on fait une espèce d'extraction mondiale du truc avec des feedlots en Argentine, aux États-Unis, avec de l'hyperproduction industrialisée. Alors que chez nous, on a une moyenne d'élevage avec une centaine de vaches, voire un peu moins. On a tout le massif central, on a tous les massifs montagneux. Vous comparez ce modèle à d'autres modèles et nous, on a un modèle intensive qui est la seule solution en termes de captation de carbone. Enfin, je veux dire, c'est pas le modèle urbain qui va capter du carbone demain. Si je résume à mi-chemin de notre discussion, en fait, vous êtes en train de mettre en discussion et en doute la capacité même à dire que quelque chose est rentable ou pas. Parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte qu'on ne devrait pas tant se soucier de la rentabilité purement financière. C'est votre propos. Moi, c'est clairement mon propos. Et en fait, aujourd'hui, rentabilité, si c'est pour tous se suicider, ça ne m'intéresse pas. Juste pour revenir sur cette histoire de modèle, effectivement, et moi, j'adore, ma sœur est éleveuse dans la Manche, bio évidemment, et si jamais tout le monde mangeait... Si jamais tous les humains mangeaient de la viande comme un Français et qu'elle est produite comme on aimerait qu'elle soit produite, c'est-à-dire comme vous venez de le décrire, il faudrait 5 planètes recouvertes de pâturage, océan compris. C'est juste ce qu'on dit. Moi, c'est juste ça. C'est juste que le régime carné, aujourd'hui, on est à 80 kg de viande par an, par habitant en France. Il faut tomber. La bonne nouvelle, la consommation de viande baisse de 12% lentement, mais sûrement. Énorme. La baisse est énorme sur 5 ans. La baisse est significative. Et juste pour revenir... Mais d'autres pays nous rattrapent et se mettent à consommer la viande. On est à 350 grammes par semaine. Alors que la norme OMS, c'est 500 grammes. Donc on est déjà 150 grammes en dessous de la norme OMS. 350 grammes par semaine, ça ferait 15 kilos. C'est-à-dire que mon chiffre serait 6 fois... Ah oui, il a 20 ans. Non, mais en fait, j'ai les sources dans mon bouquin. Ça vous regarde. Il calcule vite. Effectivement, je suis aussi à 80 kilos. Non, c'est 80 kilos par an par habitant. Mais juste pour revenir sur cette histoire du carbone et de l'empreinte écologique des différents modèles, 75% de l'empreinte carbone de l'agriculture vient de l'azote, en gros. Donc, labourer, c'est vrai que c'est pas bien, mais en gros, en bio, on utilise quand même beaucoup moins d'azote que ce qui se fait en conventionnel, et c'est le gros point qui grève le bilan carbone. Donc, moi, je préfère labourer et pas utiliser d'azote. Et la panacée étant bien entendu, on est d'accord, c'est de faire du semi-direct sous couvert, en bio, etc. Messieurs, là on est très technique. Je vous propose de revenir rapidement sur ce qui intéresse le consommateur lorsqu'il fait ses courses, lorsqu'il fait ses achats, lorsqu'il fait son budget, le prix, le coût. Aujourd'hui, on le sait, le bio coûte globalement plus cher, voire nettement plus cher à l'achat. C'est la polémique avec les parents qui exigent des mères que leurs enfants mangent bio dans les cantines. Ils disent « Ah oui, mais avec le prix, l'argent qu'on met dans le plat de la cantine, ils peuvent manger bio une fois par semaine et pas plus. » Donc aujourd'hui, par rapport à notre débat et notre podcast et ce qui intéresse nos auditeurs, ceux qui suivent ce podcast, ce qui les intéresse, c'est de savoir si on pourrait faire du bio un peu moins coûteux en produisant plus, et si tout le monde en fait se mettait au bio ou largement. En gros, plus on fait du bio, moins ça coûte cher à produire. Ou pas.
Peut-être dans certaines filières, mais je ne pense pas que ce soit la bonne approche. Je crois que Maxime l'a dit, mais il faut le redire. Je pense que les consommateurs français, que ce soit à travers leurs enfants dans les cantines, ont pris l'habitude de ne pas payer le prix des produits. Donc il y a quand même une culture à reconstruire. Et ça, vous dites ça, y compris au supermarché, lorsqu'on fait ses courses, on ne paye pas le prix en fait. En fait, il y a un système alimentaire de distribution des produits alimentaires qui s'est mis en place il y a à peu près 50 ans, avec les produits libres et les grands distributeurs, qui s'est développé pratiquement plus vite en France que dans les autres pays d'Europe et ailleurs dans le monde. D'ailleurs, nos grands groupes ont développé ce modèle un peu partout dans le reste du monde. Et ce modèle-là, aujourd'hui, il faut le travailler différemment. Alors, il faut travailler avec tous les acteurs, les grandes enseignes et les circuits courts, mais il faut retravailler différemment, il faut repayer le prix du produit. Alors, peut-être qu'il faudra le comptabiliser différemment, progressivement, en avançant, mais déjà, il faut que les gens acceptent de consacrer un petit peu plus que 10% de leur budget global à leur alimentation, qui est quand même un acte prioritaire, majeur, pour leur santé, mais aussi pour le bien-être de la planète. Ouais. Et alors, le paradoxe, c'est que ceux qui dépensent plus sont souvent ceux qui consomment le moins bien, notamment chez les populations défavorisées ou en tout cas qui ont des finances un peu tendues. Paradoxalement, l'alimentation pèse plus dans leur budget et ils dépensent moins bien parce qu'ils achètent des produits transformés. Elle pèse plus dans leur budget parce qu'ils achètent un peu trop de produits transformés. Voilà, les produits transformés, qui ne sont pas très bons. Et en plus, comme ils ont des salaires faibles, la part de l'alimentation prend une part plus importante. Les classes qui ont des moyens plus importants, mettent plus de moyens dans leur alimentation, mais ils ont beaucoup de marge autour, donc ça marche. Dernièrement, sur le thème de l'énergie, on disait au final, c'est le consommateur qui va forcer la transition énergétique en changeant ses habitudes de consommation. Même question pour l'énergie, on est en pleine transition énergétique. Est-ce que la transition alimentaire va aussi passer par la pression du consommateur ? Moi, je suis assez d'accord avec ça. Ouais, Alors, j'ai un magasin de producteurs avec 9 associés, donc tous les samedis, c'est moi qui suis à la caisse et qui discute avec les consommateurs. Quand on est là et qu'on discute avec les consommateurs, il n'y a jamais de question de prix. Ils ont compris. Moi, je vends mes œufs 40 centimes, mes œufs bio 40 centimes. L'œuf, c'est à peu près le double d'un œuf 3 en oui, parce que la barquette de 6, c'est 1 € en grande distribution. Facile, voilà. Depuis 3 ans, j'ai jamais eu une question sur le prix. Jamais. Maxime Donc il y a tout ça à refaire. Tous ces circuits à retravailler, à raccourcir. Après, il existe quand même une urbanisation qui est à hauteur de 80% au niveau français. Donc il y a un public qu'on arrivera assez difficilement à joindre. Donc il faut retrouver aussi des nouvelles méthodes de distribution des produits alimentaires. Mais il y a toute cette éducation alimentaire qui est indispensable aujourd'hui, alors qu'il doit démarrer dans les cantines, dans les écoles, avec les enfants, avec les jeunes parents. Enfin, on n'a jamais autant parlé d'alimentation. C'est quand même ça qui est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, avec les EGA, mais même avant, il y a une dizaine d'années, on parlait beaucoup plus de marché international, de conteneurs de tomates qui arrivaient de Chine et de compétition pure. Aujourd'hui, c'est quand même plus intéressant comme débat. Et vous verrez, dans 10 ans, on parlera beaucoup plus de comptabilité globale et en fait, on aura réussi à faire percoler ce truc-là. Mais non, mais bien sûr. Le consommateur. Le consommateur, c'est grâce à lui aujourd'hui que des groupes comme Carrefour qui nous invite aujourd'hui se voient obligés, contraints d'embrayer. Il y a une augmentation de la demande en bio de 20% par an. C'est génial. Enfin, c'est une autoroute là pour imaginer des projets de grande envergure et de redessiner. D'ailleurs, à l'heure où la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite, d'ici 2025, il y a en gros 40% énormément d'exploitations à reprendre. Qui vont partir à la retraite. Donc c'est un moment où on peut réinventer ça. C'est le moment, en fait, on reprend une exploitation et on lui change le modèle économique. Voilà, et les états généraux de l'alimentation ont permis de poser, en tout cas de se mettre tous ensemble et de valider le fait qu'il fallait amorcer une transition. Les consommateurs sont un petit peu ceux qui la poussent. Et maintenant, à nous, acteurs de l'agroalimentaire, des filières ou de l'écologie, de trouver les bons ressorts. On rappelle les chiffres, je vous donne les ressorts justement. Aujourd'hui, le bio, c'est 10 milliards d'euros en France. On parle quand même d'une dépense qui représente 4 à 5% des dépenses alimentaires des Français sur une année. Donc il y a encore un énorme chemin à parcourir en France, et je ne parle pas au niveau mondial. Mais on a déjà parcouru du chemin, je le disais tout à l'heure, en 10 ans, en termes de surface en bio, on revient de loin. On était 19e pays d'Europe, on est aujourd'hui 3e, on est passé devant l'Allemagne. C'est pas suffisant certes, mais je pense que la dynamique de conversion, elle est quand même importante. Après, il ne faut pas oublier que l'essentiel des surfaces en bio en France, c'est des surfaces fourragères.
Hein. Ouais. Je reviens toujours à mon Bien sujet sûr. d'élevage, parce que c'est plus facile de porter des systèmes qui se combinent que des Donc en systèmes fait, on fait de la combinatoires. viande bio. On a parce de la qu'on viande l'a derrière, nourri, on a du lait, on a de la viande, donc des Mais- régimes véganes purs, Mm. sans aucune réflexion environnementale. Moi, ça ne tient pas la route. Moi, quand je veux provoquer les gens, quand je suis devant des gens qui sont anti-viande et tout, je dis pour sauver la planète, mangez de la viande. En plus, quand on mange de la viande en produit brut, C'est vraiment provocateur. Hein. oui, non, mais c'est vrai. Chez nous, Non, mais en ruminant, manger mais- de la viande, c'est le meilleur moyen de capter du carbone mais aujourd'hui. juste qu'on soit Ouais. d'accord, nous, Maxime notre modèle idéal, c'est de la polyculture et élevage. Et que la ferme France, à la plus petite échelle possible, c'est-à-dire au niveau d'une ferme, que toutes les fermes soient en polyculture et élevage. Ce qui permettrait d'allonger les rotations, ce qui permettrait justement donc, d'introduire de l'élevage Non, mais et on donc de est, faire revivre. on est d'accord là-dessus, sur le système Ah, polyculture après, élevage. après, la question Simplement, C'est sur difficile de les après, mettre d'accord. hein, si, tous si, les deux. si, Ouais, bien ouais. sûr, Surtout. Oui, on Si, est, on est sur d'accord. les objectifs à atteindre. Si vous voulez, je peux juste, si je veux vous provoquer aussi, je dis à la limite, faisons que l'objet, en tout cas l'utilité de l'élevage, vous le dites, et d'après vous en tout cas, de capter du carbone. Moi, je rajouterais, c'est vous l'avez aussi dit, mais d'entretenir des zones qu'on ne saurait pas entretenir sinon, hein, parce que c'est quand même, il y a quand même de l'espace, et parfois il n'y a que les animaux qui peuvent y aller. Moi, je dis juste, c'est aussi rajouter, préserver notre biodiversité et notre patrimoine. Et dans ce cas-là, je dis, mais pourquoi on est obligé de les tuer, les animaux, à la fin? Je vous provoque, hein, mais pourquoi on a des conservateurs de musées qui gardent notre patrimoine, qui sont payés pour préserver ce patrimoine? Ça apporte beaucoup de choses à la société, de la culture, du lien social, de la cohésion, etc. Il y a des gens qui ont monté Voilà. une ferme pour que les poules puissent... Ouais, Non, mais, pool house, voilà, on n'a pour pas que le les temps poules de puissent parler de la vieillir. philosophie Elles végane. Mais sachant que quand vous voulez, je suis pas militant vegan, hein, mais je dis juste. quand vous voulez, je veux bien aborder ce sujet qui n'est pas un Eh bien, sujet écoutez, simple. ce sera mais... le sujet d'un prochain podcast. mais je voulais juste revenir un moment sur... Je donnerai un autre invité en face de M. Danduron, parce que moi, je suis pas. Sur les systèmes polyculture élevage, qui est voilà, c'est un sujet essentiel et il faut continuer là-dessus. Aujourd'hui, les surfaces en bio, je le disais rapidement tout à l'heure, il y a 1 200 000 hectares, c'est des grandes cultures céréalières et des surfaces fourragères. Le maraîchage, c'est 20 000 hectares. C'est que dalle. Donc maraîchage, on C'est parle que dalle. des Donc tomates, en termes des de, salades, des mais je parle carottes, des captation navets, carbone, bien je sûr. parle Mm. réchauffement climatique. Mm. Il faut aussi voir un peu les équilibres. Donc c'est pour ça que moi, quand on me dit on est dans un système trop carné en France et tout, j'ai un peu de mal parce que moi les chiffres je les connais. En bio, il y a 800 000 hectares de surface fourragère. S'il y a plus de consommation, si Maxime Oui, continue a à priori, convaincre c'est tout le sans monde à ne risque. plus manger de viande, C'est ça risque. c'est une catastrophe parce que qu'est-ce qu'on fait de toutes ces surfaces-là? C'est ça risque parce que que la barre de l'élevage bio Quand est en elle, train de quand elle progresser. s'enfriche et quand elle se ferme, il y a plus de cycles où les animaux pâturent et en définitive, il n'y a plus de captation de carbone, il n'y a plus de photosynthèse. Ça, c'est beaucoup moins intéressant que de la prairie qui est pâturée. Et Ça, cultivée. Alors moi, je Maxime convainc Dorostan, pas, pour conclure. je convainc pas tout le monde de pas manger de viande. Non, je dis juste que 80 kilos de viande par an par habitant, c'est pas viable, et qu'en fait, on aurait le droit. En fait, il suffit de faire les calculs en termes d'émissions de carbone, etc. Et en gros, ce qu'il faudrait, c'est manger 2 fois de la viande par mois. En gros, c'est manger 65 grammes de viande rouge par semaine. Donc, ça fait un steak toutes les 2 semaines. Donc, on a un peu de marge. On a un peu de marge, mais et encore une fois, moi, ma sœur est éleveuse. Ma femme, qui est brésilienne, a une famille d'éleveurs, hein, qui sont sur des dizaines de milliers d'hectares là-bas en hyper extensif. Et donc, du coup, je suis conscient de l'intérêt ou de l'importance de l'élevage. Après, je dis juste, mettons de l'élevage dans la Beauce. Amusons-nous à faire des systèmes de culture. Voilà, polyculture. On ne force pas les gens à changer On a de compris en système tout comme cas, ça. il va falloir. pour tous ceux qui ont suivi ce podcast jusqu'au bout, on a compris que définir tout par la simple question de la rentabilité est loin d'être simple. Je vous rappelle le sujet de ce podcast que vous avez écouté jusqu'au bout si vous entendez ma voix à cet instant. 100% bio, est-ce que cela peut être compétitif au niveau mondial? La réponse, messieurs, elle est très simple, c'est que c'est pas une question de compétitivité et de comptabilité, mais c'est beaucoup plus complexe et il y a beaucoup plus de tenants et d'aboutissants à prendre en compte. Merci à tous les deux. Je rappelle Maxime Dorostan, vous êtes ingénieur à la tête de Ferme d'Avenir et par ailleurs fondateur de Bluebees, une plateforme de financement participatif pour l'agriculture. Étienne Gagnuron, vice-président de la FNSEA et par ailleurs en charge à la FNSEA du bien-être animal et du bio. Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à ce podcast particulièrement riche en informations. Si vous souhaitez en savoir plus, en tout cas sur le bio français et bien sûr la transition alimentaire, venez nous retrouver sur actforfood.carrefour.fr.